Mystère, mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast des histoires inexpliquées, des secrets bien gardés et où on aime bien rigoler. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Juliette. Coucou. Sandy. Bonjour. Et moi-même, Loli. Et aujourd'hui, on va vous parler de 3 nouveaux mystères. Est-ce que vous avez préparé vos mots-clés ? Oui, moi j'en ai 3. Oui. Ah oui, alors, est-ce qu'on peut... Et moi j'en ai un. Voilà, c'est un mot-clé. Est-ce qu'on peut commencer avec le mot-clé de Sandra ? Alors, moi, mes mots-clés sont ovni japonais victorien. Super. Juliette, est-ce que tu peux compétiver avec ça ? Non, je ne peux pas. Enfin, je vais essayer. C'est... Mon mot-clé, c'est la bête. Et moi, mon mot-clé, c'est vachement moins exotique, c'est masque. La bête à masque victorien. Waouh, japonaise. Japonaise. Avant de commencer, je voulais faire un petit point parce que c'est notre dernier épisode de la saison. Oh. Ça y est, on est en train d'enregistrer par 40 degrés. C'est oui. l'été. Il fait chaud. Il fait chaud, Ah on ouais est en train de fondre sur... Ah ouais, à Toulouse, on n'en peut plus là. Il va faire 38 cette semaine, ça va être super. Oh la vache. Ah oui, ici, il fait hyper bon. Oui, parce que pour les personnes qui ne le savaient pas, on dirait qu'on est toutes ensemble, mais pas du tout. Juliette est à plusieurs kilomètres de nous. Ah, plusieurs kilomètres, oui. T'as combien de kilomètres? On est à 10 Plusieurs centaines de kilomètres. En direct du Canada. Ça sent la redite. Donc oui, c'est le dernier épisode de cette saison. J'aimerais faire quelques remerciements. D'abord, j'aimerais remercier Charles qui a fait la musique du jingle que les filles ont monté après pour vous faire une petite ambiance mystérieuse. Merci beaucoup Charles de nous avoir laissé utiliser ta création pour promouvoir la nôtre. J'aimerais remercier Kevin qui nous a aidé à comprendre les notions de son, de mixage, d'enregistrement sur les premiers épisodes. D'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué qu'on a fait des progrès en son. On est parti de très loin. Ah, on est parti du Canada, justement. Au moins. Voilà, j'aimerais aussi remercier l'équipe de PodCloud que l'on a rencontré il y a quelques semaines lors du Pod Toulouse. PodCloud, c'est donc notre hébergeur et c'est un hébergeur toulousain qui à la base était une asso et qui est complètement indépendant des grosses plateformes type Amazon, etc. Et ils sont super. On a bu des bières ensemble. Oui, et c'était bien sympa. C'était vraiment cool. J'aimerais aussi vous remercier, vous qui nous écoutez, les copains qui nous ont toujours soutenus, envoyé des petits messages d'amour, les gens qu'on connaît pas, parce que vous êtes nombreux en fait à nous écouter, on pensait pas, c'est parti d'une blague. À notre plus grand étonnement. Ouais. On ne sait pas pourquoi vous êtes là, mais vous êtes là. Vous êtes sortis du bois, on sait pas d'où. Et pour vous balancer quelques chiffres, donc les Mystères Mystérieux saison 1, c'est 7 épisodes, donc c'est environ 7 heures d'enregistrement, enfin plus de 7 heures d'enregistrement parce qu'on coupe quand même beaucoup de vannes débiles. Vous êtes 1200 auditeurs sur toutes les plateformes, donc 1200 personnes. On ne sait pas qui vous êtes, manifestez-vous s'il vous plaît, écrivez-nous. Dites-nous ce que vous pensez de ce que l'on fait, si vous avez des remarques, des soumissions de sujets aussi. J'ai une copine là qui m'avait proposé un sujet, ce sera pour la prochaine saison. Toutes plateformes confondues, c'est 2000 écoutes aussi. L'épisode qui a le plus de succès jusqu'à présent, c'est l'épisode 4 qui a cumulé énormément d'écoutes. C'est l'épisode sur les fantômes du tsunami, les tochères et le super trésor de la buse. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, apparemment c'est l'épisode préféré des personnes qui nous suivent. Et enfin, petit rappel des plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Donc Deezer, Spotify, chez notre hébergeur directement PodCloud. On est aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, et puis après toutes les applis qui diffusent les flux des gros mastodontes. Donc il y a Podcast Addict. Globalement un peu tout. Hein. Ouais, globalement vous pouvez nous trouver partout maintenant. On y a travaillé, on a travaillé dur, on a été aidé par PodCloud, mais vous pouvez nous écouter partout. Pas d'excuses. Absolument, partout. Voilà.
Donc écrivez-nous via Instagram, Facebook, notre adresse mail. Vous trouverez un moyen de nous contacter. On veut avoir des retours, c'est vraiment important pour savoir comment on va construire la deuxième saison, parce qu'on est bien parti pour une deuxième saison, je pense. Oui. Voilà, et vous les filles, dites-moi ce que vous avez pensé de votre ressenti sur cette première saison. Bah, c'était hyper chouette de faire ça, de voir que l'on progresse, qu'on est plus à l'aise aussi, je pense, par rapport au premier épisode, même de parler, la manière dont on amène nos chroniques. Donc c'est un bon exercice. C'est sympa d'être écouté par d'autres gens que nos amis. Oui. Ouais. Et puis, pareil, n'hésitez pas à faire un retour pour qu'on sache quoi améliorer, qu'est-ce qui vous plaît le plus, aussi dans les sujets qu'on aborde, pour nous diriger, pour qu'on s'améliore encore davantage. Sandy, Écoute, moi aussi, globalement, ça a été une aventure dès le début. On a fait pas mal de progrès, tous les apprentissages techniques, parce qu'en fait, on a fait chacune globalement un peu tout, le montage, le mixage, la communication sur les réseaux sociaux, tout ça. J'avoue que la consécration a été lors de notre premier hater. Oui. Ça, c'est le début de la gloire. Ça, le premier hater, ouais, ça c'était... Mais c'est le seul. Seul. On a eu un hater. Oui. Voilà. Ouais. Qu'il revienne d'ailleurs parce qu'il nous manque. On vit de ça. Je carbure à la haine. C'est ça. Et ouais, c'est un plaisir de faire ça avec vous. J'espère que ça se sent aux enregistrements, qu'on s'amuse bien. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais, alors je sais pas comment concrétiser ça, mais c'est vrai que le format podcast, c'est difficile d'avoir un échange avec les personnes qui nous écoutent. Même au départ, notre premier hébergeur, on n'avait pas de statistiques, donc on ne savait pas du tout ce qui se passait. Là, avec PodCloud, on a des statistiques, donc c'est cool. Mais peut-être un jour, dans quelques années, faire un genre de live ou rencontrer les gens, en fait. Vraiment, sympa. Ce serait chouette. Ouais. Non mais Juliette, on te mettra en visio sur grand écran derrière nous. Oui, c'est ça. Moi, je suis bien au Canada. Enfin voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et on va peut-être commencer parce que là, on s'envoie des fleurs depuis 10 minutes. Des jolies fleurs. Des jolies fleurs. Vous êtes des jolies fleurs. Ah oui. Et des pivoines. Pour ce dernier épisode, moi j'aimerais bien que ça soit Sandra qui commence parce que je suis très curieuse de son... De l'ovni japonais victorien. Ah ouais, de son ovni japonais victorien. Ouais, moi aussi. Alors, bien, bienvenue. Bonsoir. Alors, moi je vais vous parler de la légende de l'Utsuro Bune. En 1803, un bateau en forme de disque aurait échoué sur les côtes du Japon, d'où aurait émergé une femme d'une beauté mystérieuse, habillée d'une façon étrange et incapable de s'exprimer en japonais. Cette histoire est connue comme l'étrange histoire du bateau vide du pays des Hitachi, ou simplement Utsurobune ou bateau vide. Ok. Donc il y avait une nana, c'est ça, dans le bateau ? Il y avait une nana et divers trucs dedans. Donc il est pas vide. Non. Oui. D'accord. Ah oui, alors d'ailleurs, je fais une petite digression, mais parmi les retours, on nous a dit qu'on roastait tout le temps Sandy. Oui, mais c'est... Et c'est vrai. Je le reconnais. Je reconnais. Des fois, lorsque je monte, je suis là, ah oui, effectivement, quand même, ça vanne. Désolée Sandra, on va essayer d'être plus bienveillante. C'est même pas de la non-bienveillance. Ah mais alors je le vis très bien et je vis pour la blague. Ok. Je vais faire la blague. Écoute, tu vis pour la blague, je vis pour la haine. Je pense que ça peut marcher. Enfin bref. Donc le bateau vide. Le bateau vide. En fait, il existe jusqu'à 11 textes officiels qui relatent les faits de l'Utsurobune. Mais un des plus connus, et qui est souvent le plus cité dans cette histoire, c'est un recueil d'histoires étranges publié en 1825 qui s'appelle « Roman du jardin des lapins ». C'est très mignon comme titre de roman. Ouais. Je sens que vous... Bah en fait, pour le moment, je vois pas le rapport entre oui, moi un aussi, bateau vide et des j'attends la lapins. suite. Ouais. Il y avait des lapins aussi dans le bateau. Il y avait des... Ça y est, ça commence. La femme lapin. La femme lapin. Après The Mothman, c'est la femme lapin.
En fait, le roman du Jardin des Lapins, c'est un recueil d'histoires et de rumeurs entendues au Japon aux alentours des années 1820. Donc l'histoire telle qu'elle est relatée dans ce recueil. Le 22 février 1803, des pêcheurs ont remarqué un étrange bateau à la dérive. Un étrange Je m'auto-sabote. Mais oui. Et du coup, j'entends l'épisode sur les chiens avec le pont d'Overtown. Une étrange odeur. Donc les pêcheurs, ils ont remarqué un étrange bateau à la dérive aux dimensions de 3 mètres sur 5 avec une forme qui rappelle vaguement celle des kohako, des porte-encens japonais. C'est une boîte assez haute et ovale en forme de disque assez épais. La partie supérieure semblait être faite de palissandre et la partie inférieure était recouverte de plaques, visiblement pour protéger contre le courant et les coups. La partie supérieure avait plusieurs fenêtres, l'intérieur du bateau était décoré de textes au langage inconnu, les pêcheurs trouvèrent à l'intérieur du bateau des draps, une bouteille de 3,6 litres et de la viande. Une jeune fille est sortie du bateau, extrêmement belle d'après les pêcheurs, haute d'1,50 m, toute petite, qui semblait avoir autour de la vingtaine. Ah mais je trouve ça casse tout, extrêmement belle, t'imagines vraiment une déesse, c'est hyper grande, d'1,50 m. C'est un petit nain. Donc, elle semble être extrêmement jeune, suivant les sources, elle a entre 18 et 20 ans. La jeune fille avait les sourcils et les cheveux rouges, avait des extensions blanches au bout des cheveux, qui avaient l'air d'être faites de fourrure ou de très fins textiles. Ses vêtements étaient longs, doux et d'une matière inconnue. C'est vraiment une femme lapin. C'est vrai. Elle avait les yeux rouges, c'est la myxomatos. Elle sautait du bateau, boing boing. Alors, la jeune femme parla, mais personne ne la comprenait, et elle ne semblait pas comprendre les pêcheurs. Elle était très gentille, mais agissait de manière étrange. Elle portait avec elle une boîte de 60 cm qu'elle ne laissait personne toucher. Tu peux me rappeler en quelle année on est, s'il te plaît ? 1803. D'accord. Le 22 février. Très bien. Et suivant les versions, soit les pêcheurs ont remis la nana dans le bateau et l'ont renvoyée à la baille. Et bye. soit ils l'ont accueillie et elle a eu le temps de vieillir, ils l'ont remis dans son bateau à la fin de sa vie. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, ils l'ont renvoyée à la baille. D'où elle venait, quoi. Putain. C'est vénère. Voilà pour la légende de l'Utsuro Bune. Je tiens à signaler que, en fait, cette histoire est assez connue au Japon. Elle est connue dans le sens où aussi elle est beaucoup citée, comme quoi il y a beaucoup de textes officiels qui la relatent et tout ça. Mais le texte officiel qui a été publié le plus proche de l'histoire, c'est du coup le roman du Jardin des Lapins en 1825, donc plus de 20 ans plus tard. Mais du coup, la seule trace de l'histoire, c'est un roman. C'est un recueil de rumeurs. D'accord. En fait, c'est une légende. C'est une légende. D'accord. Et du coup, le texte officiel le plus proche a 20 ans d'écart avec la dite histoire. Et ensuite, tu as eu d'autres recueils qui ont été publiés en 1835 et en 1844. Donc très longtemps après l'histoire. D'accord. Et généralement aussi, les autres textes officiels qui relatent cette histoire, c'est des rapports ou il y a eu plusieurs intermédiaires. Donc, en fait, elle est dite comme on dit qu'elle est appuyée par des textes officiels, mais les textes officiels sont des rumeurs rapportées où il y a eu beaucoup d'intermédiaires entre les deux, donc peut-être pas trop leur faire confiance non plus. D'accord. Il y a des gravures, des peintures, des choses Alors, c'est qui ont été faites aussi. Il y a eu plusieurs, du coup, dans toutes les sources citées, en fait, tu as plusieurs dessins qui montrent la jeune femme en question et le bateau fantôme en question, enfin le bateau vide en question, et ça a vraiment une forme que tu peux avoir en tête de soucoupe volante. De flying saucer. Ouais. Mmh. Donc c'est ça aussi qui est un peu intriguant, mais et c'est des peintures qui datent de 1800 ? C'est des peintures qui datent de, au mieux, 1820. D'accord. Donc, et c'est pareil, ce sont pas des peintures qui ont été faites sur le vis, ça a été dessiné par rapport à ce qu'on a dit, aux transcriptions et tout ça. Souvent, j'ai pu lire qu'on a pensé au début que l'Utsuro Bune était un baleinier russe, échoué sur les côtes japonaises. Mais il y a eu... Putain, je croyais que tu parlais de la meuf qui a 1m50, des longs cheveux, une tenue de soie. C'est un baleinier russe.
Donc, oui, mais en fait, on n'a pas eu de traces administratives de ça, et c'est assez étrange, parce que en fait, on est en plein dans la période Edo au Japon. Et attention, je vais faire un point culture. Ouais, ça tombe bien, parce que je sais pas ce que c'est la période Edo au Japon. Alors, la période Edo au Japon dure de 1603 à 1857. Les différents chefs militaires du pays, les shoguns, sont très méfiants à l'égard de l'Occident et ont complètement fermé le pays. Donc pendant plus de 200 ans, le Japon va être étanche à toute intrusion étrangère. Donc ils vont vachement se développer, t'as l'art, la culture qui va vachement développer, mais le seul contact avec la culture occidentale va être à Nagasaki avec les Hollandais, et c'est tout. Donc en fait, un bateau étranger qui se serait échoué sur une plage, il y aurait une trace administrative, comme il y a eu des traces administratives d'autres bateaux échoués. Et en fait aussi, ce qui est étrange par rapport à l'hypothèse du baleinier russe, c'est que les baleiniers russes en question ne ressemblent absolument pas aux bateaux décrits. Bah déjà, il n'y a pas de meuf habillée en soie dedans. Oui, aussi. Le seul argument qui rapprocherait de cette hypothèse, ce serait le fait que... en fait, il y avait un livre à l'époque qui racontait les traditions de la Russie et il évoque, l'auteur de ce livre évoque la manière dont les femmes russes étaient beaucoup rousses et utilisaient de la poudre blanche pour se teindre les cheveux en blanc. Mais c'est encore une fois, c'est des rapports, des intermédiaires, c'est super léger comme argument. Hein. Non, mais après c'est intéressant d'avoir poussé jusque-là le... Non mais même, qu'est-ce qu'une fouterie, une nana toute seule dans un bateau baleinier au milieu de la mer, enfin... Enfin ouais, non, c'est... Ou alors l'équipage est mort et elle a atterri toute seule, quoi, mais... la manière dont c'est raconté, c'est vraiment un petit... En plus, les baleiniers russes, il y a un seul bateau, un bateau russe qui pourrait correspondre à la description, c'est les Beliani, qui sont des bateaux de forme circulaire, mais eux, ils servaient ils servaient à transporter le bois sur le fleuve Volga. Donc pas du tout dans la même région. Ils sont bien plus gros que la description dite. Et sinon, il y a une similarité avec une autre légende. Une autre légende qui est en fait qu'au 7e siècle, un pêcheur nommé Wakegoro de l'île Gogo trouva une jeune fille de 13 ans dans un Utsurobune dérivant au large. Il la ramena à terre et elle lui avoua qu'elle était la fille de l'empereur chinois et avait dû fuir sa belle-mère. Le pêcheur la nomma Wakehime et l'éleva. Elle épousa ensuite... Il l'a appelée Wakame. Wakehime. Wakame. Et voilà la princesse, tu portes un nom d'algue. Donc il éleva, elle épousa un prince impérial et donna naissance à Ochimiko, l'ancêtre de la dynastie Kawano. Du coup, la légende raconte aussi qu'elle aurait ramené dans sa boîte les premiers vers à soie du Japon. Voilà la légende, mais cette légende, en fait, je n'ai pu la trouver que dans une seule version, copiée-collée dans différents articles, qui viennent tous de Wikipédia. Et en fait, elle est originaire d'un temple en particulier au village de Funakoshi sur l'île Gogu. Le site n'existe plus. Donc c'est à prendre encore avec de gros guillemets. Gros de pincettes, pardon. Vous les prenez avec ce que vous... Excuse-moi, tu peux me passer les guillemets, s'il te plaît? Donc voilà, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Et en fait, les histoires d'Utsurobune au Japon, elles sont pas rares. T'as une autre histoire similaire sur l'île de Kyushu d'une jeune femme mise dans un Utsurobune suite à un scandale. Mais en vrai, je me suis marquée, si on doit retenir quelque chose de tout ça, c'est la persécution des femmes. Pareil, les faits. Mais non, mais en fait, moi j'attends la suite de l'histoire de la meuf qui a débarqué dans un vaisseau bateau. Ah, d'accord. Oui, moi aussi je voulais la conclusion de l'histoire. Genre, il n'y a pas de détails, mais il n'y a pas de détails sur son séjour, ce qui s'est passé. Genre, est-ce qu'il y avait de la technologie dans le bateau? Non, il y avait des draps, une bouteille et de la viande, et c'est tout. C'est un peu des... D'accord, donc en fait c'est une légende. Mais on sait pas d'où vient cette légende. C'est une légende qui a été créée à partir d'une autre légende peut-être. C'est possiblement parce que t'as les histoires, comme je disais, les histoires d'Utsurobune, c'est pas rare non plus. Donc c'est possiblement... En vrai, il y en a qui suspectent qu'en fait, il y a eu plusieurs enquêtes sur l'origine de cette légende, et suivant les sources, déjà t'as la date qui diffère. C'est toujours en 1803, mais pas le bon jour. Et la plage en question, soit le nom a vraiment existé, soit selon les versions, le nom n'a jamais existé, cette plage. Mais je me demande quel est l'intérêt
altéré, parce que souvent quand t'as des légendes qui sont soit montées toutes pièces, des contes populaires, enfin nous en France, on a France, Allemagne, Europe, on a des contes populaires qui ont des genres de morale ou un enseignement de l'histoire. Là, quel est le... Oui, ou pour expliquer un phénomène étrange que les gens comprenaient pas. Ce genre de choses. Justement, en fait, l'hypothèse a été faite que en 1823, quand le premier roman a été publié là-dessus, on était encore dans l'ère Edo, et ça pourrait en fait être dans une optique... genre de la menace étrangère. C'est ça. Ah oui. On est dans un pays extrêmement xénophobe, avec une peur de l'étranger, une peur de ce qui peut arriver, et l'ère Edo s'arrête 20 ans plus tard, donc on commençait déjà un peu l'Occident commençait déjà à faire pression sur le Japon pour ouvrir ses ports et faire du commerce. D'accord, ouais, donc là ça fait sens, tu vois, enfin, tu vois, non mais... Ça me parle plus dans le sens de la légende. Et puis du coup, cette légende, quand elle est publiée pour la première fois en 1823, ça arrive déjà depuis 150 ans de culture japonaise avant tout, avec l'étranger comme menace et comme rempli de dangers. Donc, voilà. Par contre, ce qui est étonnant, c'est la forme du bateau. Ouais, puis le fait que la personne dedans, elle n'était pas menaçante. Dans toutes les sources, elle est assez accueillante et toujours très belle. Mais tu sais, tu disais qu'il y avait un moment où... Enfin, il y avait plusieurs versions, et il y a une version où elle est restée là-bas, et après ils l'ont remise dans son bateau quand elle est décédée. Mais ouais, mais c'est ça, j'ai pas réussi. Mais du coup, elle a jamais parlé la langue. Mais non, c'est ça. En fait, c'est ça qui appuie le fait que ce serait sûrement une légende, parce qu'il n'y a aucune trace d'une quelconque meuf qui serait restée et qui aurait vécu au Japon. Avec un aspect assez étrange en plus, c'est qu'il parlait pas la langue. Donc, elle avait les cheveux blancs et tout. Elle était rousse, selon la description, avec des grandes extensions blanches. C'est Madonna. C'était Madonna en tournée. Elle a pris un vaisseau spatial. La Rousseau. Le comeback. Tu m'oublieras, tout ça. Donc voilà. C'est probable que tout ça a été transformé, enjolivé à partir d'un détail en particulier qui est cette forme étrange de bateau. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose de commun au Japon, un bateau circulaire comme ça. Tu as des bateaux circulaires en Corée ou en Chine, mais pas au Japon. Ok. Donc voilà. Et bien sûr, les petits aliens. Ah, la théorie des extraterrestres. Et oui. Déjà à l'époque ? Non, c'est maintenant en fait. Pour beaucoup d'ufologues, c'est un exemple ancien et prouvé et appuyé d'une rencontre du troisième type. Surtout je vous invite à voir les images de l'Utsurobune, c'est vraiment l'image qu'on a, le cliché des soucoupes volantes. Attends, vas-y, je vais chercher Utsurobune. Ouais, moi aussi. En fait, c'est une forme de soucoupe volante, il y a des fenêtres sur le dessus, donc pour beaucoup d'ufologues, c'est pas possible qu'on ait inventé ça. Mais parce que Bune, ça veut dire lapin. Ah non, bateau vide. Bateau vide. Ah oui. Oui, parce que je cherche toujours le rapport avec les lapins, moi. D'accord. Ah oui, je vois. C'est joli. C'est très beau. On dirait presque une petite montgolfière. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai, on dirait une petite montgolfière. Ah ouais, c'est très sympa. Donc oui, voilà, t'as cette forme vraiment typique des soucoupes volantes, qui on se dit, pour l'époque, comment ils auraient inventé ce genre de forme. Et tu as aussi le fait qu'on ait retrouvé, suivant les sources, ils auraient découvert des signes étranges à l'intérieur du bateau. Et dans une des sources, ils sont retranscrits, ces signes. Ah, waouh. Et ils seraient similaires à des signes retrouvés dans des caves en Europe, et aussi on les retrouve, mais alors c'est vraiment, quand tu dis similaire, oui, dans le noir, mal éclairé peut-être, mais ils seraient similaires à des signes retrouvés sur une histoire de soucoupe volante en Grande-Bretagne, à Suffolk, en 1980. Et les caves en Europe, c'était un peu bizarre. Oui. Comment ça, des caves en Europe, c'est-à-dire ? Tu les retrouverais dans les peintures rupestres. Ah d'accord, moi j'étais dans les caves de l'immeuble d'à côté en fait. entre la machine à laver et dans les caves, mais quoi ? Dans les grottes si tu préfères. D'accord. Donc voilà, et aussi la peau, la jeune fille est décrite avec une peau pâle, l'aspect étrange, la langue inconnue. Ça pourrait laisser à penser qu'elle n'est pas de ce monde. Elle est peut-être juste russe. 95% raciste, ça sort. Pardon. Non, en fait, oui, quand je dis elle est juste russe, c'est que
pour des Japonais qui n'ont jamais vu d'occidentaux, de voir une occidentale arriver dans ce bateau, oui. ça peut avoir un effet choquant. D'accord. À cause des différences ethniques, tu Ouais. veux dire. D'accord. Oui, Surtout bien habillés, avec les cheveux d'une couleur qu'ils n'ont jamais vue, avec la peau pâle, la forme du visage qu'ils n'ont... S'ils n'ont jamais vu d'occidentaux, on parle de pêcheurs de la campagne, j'imagine. C'est vrai que je regarde ton histoire à travers le prisme occidental et du coup, j'ai pas pensé à ça. Ah. Non, mais c'est vrai, j'ai pas pensé, effectivement. Et donc voilà l'histoire de Lutsuro Bune. Merci beaucoup Sandra pour cette histoire d'OVNI. Juliette est un peu dubitative là, je vois à l'écran. Non, je réfléchissais, je me disais peut-être que... En fait, tu vois, c'était les personnes... Ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas de rapport avec l'extérieur que peut-être même ils se créaient des histoires pour imaginer le monde tel qu'il était au-delà du Japon. Ah oui, c'est intéressant. C'est peut-être à travers ça qu'ils ont créé ce genre d'histoire. C'est possible. Tu vois, c'est peut-être comme ça qu'ils envisageaient, eux, justement, les étrangers. Ils se disaient... C'est intéressant quand même. Un jour, ils vont arriver, ils vont être peut-être comme ceci ou comme cela, et du coup, ils s'inventaient des histoires. Ouais, peut-être, ouais. Je pense qu'on va enchaîner sur la seconde chronique. Juliette, c'est à toi, on t'écoute. Alors, moi, je vais vous parler d'une légende plutôt connue. En fait, je cherchais une légende française. Et du coup, je suis tombée plein de fois sur la bête du Gévaudan. Évidemment. Donc, c'est le mythe français par excellence. C'est l'un des plus connus et le plus important, mais il y a peut-être des détails que vous allez découvrir. Je pense qu'on connaît tous grosso modo, plus les adaptations cinématographiques et littéraires, mais d'où vient réellement la légende, enfin moi perso je sais pas. En vrai, moi je connais juste deux noms. Bah voilà, nickel. Bah super. Super. Donc tout démarre le 30 juin 1764 avec une jeune bergère de 14 ans, Jeanne Boulet, qui gardait un troupeau dans les vallées boisées du pays de Gévaudan. Donc le pays de Gévaudan, c'était une zone géographique qui correspond à peu près au département de la Lozère actuellement, avec un bout du Cantal, un bout de la Haute-Loire. En fait, c'était une zone qui englobait un territoire hyper boisé, hyper dense. Et donc cette bergère va faire paître son... Ça, on dit ça d'ailleurs ? Oui, elle va faire paître. Oui, on va faire paître son troupeau. Et quelques heures plus tard, on retrouve son corps gravement mutilé. Donc vraiment en charpie. Et on pense tout de suite à une attaque de loup. Voilà. Donc les attaques de loup étaient assez rares, en vrai, sur les êtres humains à l'époque. Mais ça pouvait arriver. Et comme il y avait quand même pas mal de loups dans le pays de Gévaudan, on pense tout de suite à ça. Et il y avait des bêtes, des moutons qui étaient décédés aussi ? Non, c'est ça qui était bizarre en fait. D'accord. Pour les attaques de la bête du Gévaudan, c'est tout le temps des êtres humains. Ok. D'accord. Et en plus des attaques vraiment hardcore quoi. J'étais à un concert de hardcore cette semaine et du coup j'imagine. J'ai eu un crossover d'idées là, c'était pas terrible. La bête arrive. Non, mais quand tu lis les témoignages, c'est toujours tu vois gravement blessé, démembré, parfois même décapité, enfin donc ce qui aurait pu être un simple fait divers, donc une attaque de loup qui c'est mal fini. Ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure des mois, puisque il va y avoir de plus en plus de victimes. Donc on a vraiment un animal qui est beaucoup plus féroce qu'un loup ordinaire. Et très vite, la rumeur d'un loup-garou va prendre de l'ampleur. Donc on parle même peut-être d'un lion. Oui. Un lion. Et c'est pas ça dans l'adaptation cinématographique justement ? Mais avec Vincent Cassel. Il y a une adaptation avec Vincent Cassel de La Bête du Gévaudan. Oui, c'est un film qui s'appelle Le Pacte des loups. Oui. Ah, ça parle de La Bête du Gévaudan, d'accord. Ouais. Et je l'ai vu quand j'étais petite. Et du coup, c'était pas, je me souvenais pas, mais j'ai réécouté ces 2 heures de perdu, je crois qu'ils ont fait un épisode dessus. Ah. Et j'ai rigolé. J'ai ri. Donc oui, ils avaient choisi la piste lion, du coup. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend, c'est traité différemment, selon les films, etc. Mais même à l'époque, on pensait à un lion ou vraiment une bête incroyable, exotique. Voilà. Donc forcément, on finit par l'appeler la bête dans les campagnes. Et
on suppose que les personnes qui l'ont aperçu, elles auraient pu reconnaître en fait un loup commun, puisque les loups parfois s'approchaient des bergers, donc ils auraient dû normalement l'identifier. Donc la bête terrorisa le Gévaudan pendant 3 années et tua entre 100 et 300 personnes selon les sources. Donc il s'attaquait principalement aux femmes et aux enfants. Dans les campagnes, les gens vont s'organiser, surveiller les troupeaux à plusieurs, mais les attaques vont continuer. Certaines battues regroupaient parfois des milliers de paysans, mais à chaque battue, la bête s'éloigne et va tuer un peu plus loin. Donc en fait, ça l'a juste elle est maligne, quoi. Ça l'a juste repoussé dans le territoire. Ouais, c'est ça. Elle sent que son territoire est occupé et tac, elle va... à chaque fois, l'attaque se déplaçait, quoi. D'accord. Ok. Donc la bête devient petit à petit une obsession nationale, grâce notamment au feuilliste en chef du Courrier d'Avignon, François Morena, qui, après la fin de la guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne en 1763, cherche un nouveau sujet croustillant, et il saute du coup sur le sujet de la bête du Gévaudan et imprime énormément d'articles sur le sujet et aussi des témoignages. Donc les correspondants du journal en ajoutent des caisses, ils apportent des détails incroyables. Qui n'existaient pas forcément. C'est vrai qu'elle était maligne. Tu vois, si elle a pu se faufiler entre les battues, entre des gens qui la pistaient, qui avaient l'habitude de pister des loups, etc. Elle était quand même maligne. Mais donc, parmi les détails, notamment, il y avait intelligence d'un gladiateur rusé. Elle est pas mal. Regard du diable, évidemment. Évidemment. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit diable. Est-ce qu'elle avait les yeux rouges? Oui. Dans certaines descriptions, oui. C'était ça, le Mothman. Ouais. Vélocité stupéfiante, et j'en passe. Donc le journal recueille aussi des témoignages de rescapés, dont le plus connu est celui de Marie-Jeanne Vallet, dite la pucelle du Gévaudan, qui a mis la bête en fuite après l'avoir blessée au poitrail avec une baïonnette. Ah, et du coup, elle a pu la décrire. Voilà. Donc il y avait aussi des personnes qui s'en sortaient et qui décrivaient à peu près la bête. Il y a aussi un groupe de jeunes garçons, pareil, qui a réussi à la mettre en fuite. Et à chaque fois, les descriptions, c'était une bête monstrueuse, beaucoup plus grosse qu'un loup, avec des griffes énormes. Il y avait des détails aussi sur la fourrure, une fourrure avec une espèce de crête noire. Et du coup, elle était sur 4 ou 2 pattes? Sur 4 pattes. Sur 4 pattes, d'accord. Est-ce qu'on peut parler de cryptozoologie du coup dans ces cas-là? Bonne question. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être bien. Et donc, elle a fini... Parce que ça a duré 3 ans, donc elle a fini comment, cette bête? Ça s'est arrêté d'un coup? Du coup, pour poursuivre, avec cette médiatisation, la chasse de la bête prend donc de plus en plus d'ampleur. Entre 64 et 67, on abattit une centaine de loups dans le Gévaudan. Ah putain. Et on installe des appâts empoisonnés un peu partout dans le Gévaudan. Ouais. Et on suppose que, en fait, la bête a fini par choper un appât empoisonné et mourir. En 65, l'affaire du Gévaudan a pris tant d'ampleur que Louis XV s'en mêle. Il envoya ses propres chasseurs afin de piéger la bête. Mais les 2 expéditions échouèrent l'une après l'autre. Voilà. Et à chaque fois, on rapportait une bête au roi en disant on l'a trouvée. Puis finalement, ça reprenait. Okay. D'accord. Donc aujourd'hui encore, on s'interroge sur cette créature. Il y a plusieurs théories. Par exemple, le coup du tueur en série. Oui, c'est vrai. Aussi. Ouais. Par exemple, il y a un film français qui s'appelle La bête du Gévaudan. Et là, c'est la théorie qu'ils exploitent. Donc ça serait un tueur en série qui était déguisé en animal. Il y a des personnes qui pensent aussi que ça pouvait être un tueur qui était accompagné d'un animal et qui s'en servait pour attaquer. Ouais, ça fait sens. Ouais. Oui, mais il n'y a jamais eu de témoignage comme quoi il y avait 2 entités, tu vois. C'était juste... En fait, il s'est servi de l'animal pour... Peut-être s'il se cachait et qu'il envoyait... ça règle pas le souci de quel était l'animal en question. Peut-être qu'il costumait l'animal pour pas qu'on reconnaisse... C'est possible, ouais. Parce que ça, la théorie du lion, c'est ça, justement, je crois. Mais Juliette avait sûrement d'en parler. Ok. Non, après, il y a des biologistes qui pensent effectivement que c'était vraiment
un jeune lion ou une hyène qui aurait pu se perdre et se retrouver un peu là par hasard. Ou un hybride, chien-loup. D'accord. Éventuellement. Un lion? Mais qu'est-ce qu'il foutrait par là? Alors peut-être, je sais pas, est-ce que quelqu'un aurait pu, au travers d'un voyage, le ramener et puis l'abandonner sur le bord d'un chemin et puis la bête après elle aurait... Tu vois? Oui, c'est vrai. Parce qu'on est quand même à une époque où y a les animaux exotiques, peut-être qu'ils en avaient pas beaucoup de connaissances. Oui, c'est possible que oui, effectivement, ils en aient ramené d'un voyage à la cour. Ouais. Sachant que le pays du Gévaudan, à l'époque, je vous ai dit, c'est une région, très très boisée, qui est difficile d'accès. Les gens, ils traversent le pays de Gévaudan à travers les bois, il y a pas de chemin, il y a pas... Et du coup, c'est une région très fermée, et je pense que dès que c'était un peu différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, tout de suite, ça prenait, je pense, une ampleur importante. Oui, et puis j'imagine, l'angoisse d'être dans les bois et de te faire attaquer par une bête que donc tu ne connais pas, tu peux enjoliver un peu les détails, effectivement. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être une meuf qui arrive dans un bateau-vaisseau avec les cheveux roux. Qui ne parle pas la langue. C'est ça. Franchement, et c'est la même... c'est un peu la même nomenclature de pensée, en fait. C'est le truc inconnu... La nomenclature de pensée? Oui, la façon dont t'articules la pensée. Excusez-moi. Là, il y a vraiment des témoignages en fait précis et beaucoup de témoignages qui relatent de cette rencontre. Il y a eu des autopsies faites sur les corps. Donc il y a pas... Enfin, c'est réel en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui attaquait les gens et qui les attaquait de manière un peu hardcore pendant 3 ans. Ce qui est vraiment... Enfin, moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils aient pas attaqué les bêtes, mais surtout les animaux. Donc c'est vrai que ça peut faire penser à un surtout les humains, tu veux dire. Ah oui, pardon, oui. Qu'il ait attaqué les humains. Ça peut être aussi une bête qui, justement, a été maltraitée par des êtres humains, et du coup, dès qu'elle envoyait un... Elle avait la sacrée rage. Elle le tuait, pas pour manger, mais juste pour se décharger, quoi. Ok. Donc voilà. Après... Si, je vais caser cette info parce qu'elle est sympathique. Si jamais le sujet vous a intéressé, sachez que dans la ville de Saugues, il existe le musée fantastique de la bête du Gévaudan. Qui reconstitue des personnages, des effets sonores... sympa. Et des attaques de la bête du Gévaudan. Ah ouais, moins sympa. C'est moins sympa. Qui relate un petit peu les faits. Et et à côté, il y a le parc aux loups du Gévaudan, qui est aussi très sympathique à voir. Une expérience à faire en famille. Eh bien, super. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir revisité cette histoire qu'on connaît tous quelque part, mais... Parce que c'est marrant, la bête du Gévaudan, suivant les régions où tu es, elles viennent tous de plus ou moins de leur région, aussi. Bah non, elle vient du Gévaudan. Non, en vrai, je veux dire, nous, en PACA, on n'a pas ça, par exemple. Non, parce qu'en Dordogne, en Dordogne et dans le sud-ouest, pour eux, ils viennent tous de cette région, alors que c'est pas du tout là, en fait, c'est la Lozère. Il a remonté, je te dis, un peu le Cantal, la Haute-Loire, mais c'est tout, en fait. D'accord. Mais effectivement, moi aussi, en Creuse, quand j'étais petite, on m'avait déjà, par exemple, dans une maison, on m'avait déjà rapporté, tu vois, cette pierre... Il y a des coups de griffes, c'était la bête du Gévaudan, tu vois. Ah ouais. Voilà. Tout le monde s'appropriait un peu la légende, mais je pense que oui, les régions annexes, ils devaient flipper et se monter le chou aussi, quoi. Ah, parce que j'avais lu, étant petite, un recueil de contes sur la Dordogne, et t'avais la bête du Gévaudan qui, supposément, venait de Dordogne. Donc, oui, peut-être qu'effectivement, dû au retentissement national, tout le monde se l'est plus ou moins approprié. Et puis, il y a moyen de faire du fric avec, je pense. Comment ? Faire payer une visite guidée, un truc touristique un peu sans sas, sortir un bouquin, tu vois. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu parlais à l'époque, Non, je veux dire maintenant, quand on se dit que... Enfin, c'est souvent ça, c'est comme le Mothman dont t'avais parlé. Ah oui. Je vois. Mais ouais. Non, mais tu iras voir, tu vois, il existe une carte avec annoté en point rouge chaque attaque de la bête. Et non, elle est pas passée en Dordogne. Jamais. Jamais.
Ok. Eh bien, merci Juliette pour ces éclaircissements sur la bête du Gévaudan. Eh bien, de rien. Loli, à toi? Alors moi je vais vous parler de Masque, c'était mon mot-clé, donc nous sommes en 1966 à Campos do Goitacazes, une petite ville située au nord de Rio de Janeiro au Brésil. Ouh. Donc ça parle portugais, pardon, donc mes recherches ont été compliquées, puisque je ne parle pas du tout portugais, donc il a fallu que je traduise anglais, français, c'était un carnage parfois. Donc voilà, nous sommes au nord de Rio de Janeiro et Manuel Pereira da Cruz et Miguel Josefiana, qui sont 2 réparateurs en électronique dans leur trentaine, prennent un bus pour aller à Niterói, qui est à 250 km de là, pour aller acheter du matériel de travail. Je suis désolée pour la prononciation, encore une fois, des villes et des noms. Je m'excuse vraiment auprès des personnes qui parlent portugais, je suis désolée. On aurait coché beaucoup de nationalités dans ouais. Donc ils font leurs 250 km en bus et arrivés sur place, ils s'arrêtent dans une petite boutique et ils achètent 2 manteaux imperméables. Puis ils rejoignent un bar où ils achètent 2 bouteilles d'eau. La serveuse du bar remarque que l'un des deux, Miguel, est très nerveux et qu'il regarde souvent sa montre. Vous vous en doutez un petit peu, c'est la dernière fois que Manuel et Miguel ont été aperçus. 3 jours plus tard, un petit garçon qui s'amusait à faire du cerf-volant dans la colline de Vintem, qui est à 25 km de Niterói, fait une étrange découverte. Manuel et Miguel sont là, gisant au sol, côte à côte, et dans un curieux accoutrement. Tous les 2 portent un costume-cravate sous leur imperméable et des lunettes en plomb. En plomb? Oh. C'est-à-dire? Eh ben, des lunettes en plomb. Genre des lunettes, mais faites en plomb. Ok. Voilà. Chelou. Et en quelle année tu disais 1966? On est en 1966, ouais, au Brésil. Ok. C'est les Men in Black brésiliens. Alors, le lendemain, la police se rend sur les lieux et constate l'étrangeté de la situation. Ils trouvent près des jeunes hommes une des bouteilles d'eau achetées plus tôt, vide, ainsi que 2 serviettes humides et un petit carnet dans lequel sont inscrits des suites de nombres et des schémas électroniques, mais aussi des consignes assez énigmatiques en portugais que l'on pourrait traduire par 16h30, être à l'endroit déterminé, 18h30, avaler les capsules, après les faits, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal. Sur place, aucun signe de lutte et lors de l'autopsie, aucun signe de traumatisme majeur. Et de drogue, non? Alors on va y venir, effectivement. Nah. En plus, on est dans les années 1960, hein. La pleine période de la drogue. Hein. C'est ça. Alors que s'est-il passé en 1966 sur cette colline? Pourquoi ces 2 jeunes hommes portaient-ils des lunettes de plomb et que veut dire ces étranges notes? Lors de son enquête, la police a formulé plusieurs hypothèses. Une première hypothèse serait celle de la foudre. Le duo aurait été frappé par la foudre, parce qu'il pleuvait ce jour-là, c'est pour ça qu'ils avaient des imperméables. Et oui, donc la foudre aurait été attirée par leurs lunettes. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de traces de brûlure sur leur corps. C'est assez hardcore quand tu te fais frapper par la normalement, ouais, t'as plus de sourcils, plus de cheveux. Oui, t'as des traces, là, des zébrures sur tout le corps. Là, rien du tout. Une seconde hypothèse, c'est celle du double homicide. La police a évoqué la possibilité que Miguel et Manuel étaient impliqués dans, comment dire en français, la contrebande d'équipements électroniques. Comme ils étaient réparateurs en électronique, ils auraient pu être tués voilà, à cause de cette activité illégale. Mais pourquoi les lunettes de plomb, ça explique pas Non, c'est des détails chelous, quoi. Ouais. Mais quand tu dis électronique, c'est quoi? Ben, ils étaient, selon les sources, TV Repairman, donc réparateur de TV. Tu pourrais te faire tuer pour ça? Ben, je sais pas, tu peux te faire tuer pour tout, je sais pas, tu sais, tu voles du matériel. Ouais. Je sais pas. Pour des TV Philips? C'est vrai que bon, je trouve que c'est pas l'hypothèse la plus intéressante, mais ça a été formulé. Et donc voilà, donc ça c'est l'hypothèse du double homicide. Et d'ailleurs, en fait, c'est une hypothèse qui a été formulée parce que lors de l'enquête, il y a un Brésilien qui s'appelle Hamilton Benzani qui aurait dit à la police qu'il aurait attiré les 2 hommes à Niterói et après les avoir vus dans un centre de spiritisme pour les voler et les tuer en forçant à prendre du poison.
Attends. Est-ce qu'on peut revenir sur le centre de spiritisme? C'est-à-dire... Le mec, il aurait croisé les gars dans un centre de spiritisme Mhm. et il les aurait attirés à Niteroi, puis sur la colline, pour les tuer. C'est une piste qui a été abandonnée par les flics, même s'il y a des rumeurs qui disent que c'est ça, parce qu'en fait, je vous ai lu les notes tout à l'heure, et c'est des notes qui sont un peu confuses. Bon, là, ça a été traduit du portugais, mais apparemment, la syntaxe, elle était pétée, quoi. Donc, par conséquent, ça aurait pu être des notes qui avaient été dictées pour que eux ils les écrivent sous la pression, pour qu'on puisse penser à un suicide. Ok. Parce qu'il y a, je vous rappelle, prendre les capsules, voilà, donc ça peut être... on va se suicider, quoi. Et en plus, qu'est-ce qui corrobore un peu cette hypothèse, c'est que à l'époque, les bouteilles d'eau, elles étaient consignées. Donc les gars, quand ils ont acheté les bouteilles d'eau dans les bars, ils ont gardé le ticket pour rendre la consigne. Donc ils avaient pour projet de la rendre, donc de pas finir sur cette colline. De pas finir. Le projet de beaucoup de personnes, je pense. Voilà. Du coup, pourquoi les tuer? Toujours d'après les rumeurs, les hommes seraient partis avec une grosse somme d'argent sur eux. C'est la famille qui aurait dit ça aux policiers pendant l'enquête. Ils auraient dit, ils sont partis parce qu'ils sont censés acheter du matériel et une voiture. Et cette somme n'a jamais été retrouvée. Ah. Donc peut-être que voilà, c'était un crime motivé par l'argent. Ça n'explique pas les lunettes de plomb. Ouais, en fait, les circonstances étranges, donc les lunettes de plomb et compagnie, ça aurait pu être une mise en scène pour brouiller les pistes. Sacrée mise en scène, quand même. Il faut les trouver, les lunettes de plomb, pour faire ça. Si le mec fréquente les centres de spiritisme, je pense qu'il a beaucoup d'imagination pour faire... Voilà. Donc ce premier mec a été innocenté par la police. Enfin, surtout la police n'a pas trouvé de preuves. Deuxième mec suspecté, c'est un mec qui s'appelle Elcio Gomes, qui est un ami de ces deux hommes. Parce que d'après la femme de Manuel, Elcio et Manuel s'étaient disputés peu de temps auparavant. Donc la police va pour interroger Gomes. Et là, la police apprend des choses très très croustillantes. Ah. Alors, Elcio Gomes explique que lui et les deux hommes faisaient partie d'un groupe de spiritualistes scientifiques. Ah, c'est ça qu'on veut savoir. Constitués principalement de tous les spécialistes en électronique du coin, et qu'ils expérimentaient ensemble différents trucs pour entrer en contact avec les aliens. Ah. Voilà, ils sont là. Les années 60, ça avait l'air d'être folklorique quand même. Hein. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que en plus, il balance des faits qui sont prouvés. Je m'explique. Donc, ils expérimentaient des trucs pour entrer en contact avec les aliens. Par exemple, 2 mois avant le décès de ses amis, ils avaient construit ensemble une machine dans le jardin de Manuel pour essayer de contacter la planète Mars. Donc, c'est très ciblé quand même. Hein. Mais ça a raté et la machine a explosé. Oups. J'imagine leur compagne. Mais ce qui est fou, c'est que cette histoire, elle est véridique parce que y a un journal, un tabloïd qui s'appelle O Cruzeiro qui aurait relaté cette affaire avant le décès des gars. Ils auraient fait un article genre une machine explose dans un jardin. Donc ça s'est vraiment passé, tu vois. Excellent. Ils avaient l'air dégourdis en tout cas. Et en plus, le père de Manuel a confirmé cette histoire. Et lui et d'autres témoins ont aussi parlé d'une expérience qui s'est passée à peu près au même moment. Mais alors, ça c'est un peu étrange, les sources, j'ai un peu galéré. Une expérience qui se serait passée à 700 km du village là où ils sont. Donc c'est 10 heures de route, hein, j'ai vérifié sur Google Maps. Ouais. Et ce serait une explosion sur la plage d'Espírito Santo qui aurait, je cite, secoué des immeubles jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Et même des pêcheurs locaux auraient rapporté avoir vu une soucoupe volante tomber en mer. Pardon? Mais comment ils ont été rattachés cette histoire? J'ai pas compris ta question. Bah, pourquoi ils sont mentionnés dans cette histoire qui est à 700 km de chez eux? C'est parce que les flics ont interrogé donc ce gars-là, Elcio Gomes, qui disait « Oh là là, on fait des expériences et tout, c'est trop cool. Un jour, on a fait une machine, elle a explosé. » Du coup, ils ont voulu corroborer ça. Ils ont été voir le père de Manuel qui a dit « Ouais, ils ont fait une machine, elle a explosé. » Et d'ailleurs, au même moment, il y a eu un truc sur une plage. Et... Ok.
Et bah, du coup, la machine pour contacter les ovnis a explosé, mais il y a eu vraiment un ovni au même moment, à C'est 700 vraiment au même kilomètres de là. Ah, d'accord. J'ai pas trouvé de source qui te dit vraiment au même moment, mais en tout cas, c'est le même jour. Mais... Ok, une soucoupe Ah ouais. volante. c'est vraiment chelou. Soucoupe volante qui serait tombée en mer. Non, mais j'imagine les deux mecs qui ont leur installation pétée et qui font tomber un engin spatial. Oh putain, on a créé des interférences. Et en fait, voilà, Gomez, lors de son témoignage aux enquêteurs, affirme que cet événement, donc de soucoupe volante qui tombe en mer, en fait, faisait suite à une rencontre organisée entre les membres de son groupe de spiritualistes et les ovnis. Qu'apparemment, ça aurait duré 5 minutes, et après, l'ovni est parti dans un éclair et une grande explosion. Ils ont échangé avec l'OVNI ? Apparemment, pendant 5 minutes. À ce stade-là de l'histoire, je pense qu'on peut affirmer que cette affaire est directement liée aux ovnis, qu'ils soient venus ou pas. Vraiment, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui. D'ailleurs, les membres de la famille, donc des deux garçons qui sont décédés, des deux hommes, pardon, ont confirmé que le duo était passionné d'ovnis et qu'ils avaient même monté un petit laboratoire chez eux pour les étudier. Oh là là. Et s'ils ont communiqué du coup avec les ovnis, qu'est-ce qu'il y a des rapports, des écrits qu'ils ont fait sur ce dialogue? Non, il n'y a rien qui a été trouvé. Ah. Non. C'est dommage. Oui, ouais, ça... non, et puis j'ai fait des recherches sur les spiritualistes scientifiques. J'ai bien galère, j'ai pas trouvé grand-chose. Ok. Tu vois, c'est pas comme la société de Force and Society, où tu as de la documentation, c'est un groupe hiérarchisé et tout. Là, j'ai rien trouvé du tout. Donc du coup, j'en étais où? Donc la police s'est rendue chez Manuel, parce que la famille leur ont dit « Ouais, ils ont un atelier, ils font des expérimentations ». Donc les flics y sont allés, et ils ont retrouvé effectivement un atelier avec des feuilles de plomb provenant de la découpe des lunettes. Donc c'est bien Manuel qui avait fabriqué les lunettes. Et en fait, elles sont fabriquées à partir de chutes de feuilles de plomb, qui sont mises en millefeuilles entre elles. Elles sont superposées. Ok. Et en fait, on dit que c'est des lunettes. Même l'histoire qu'on connaît le plus, c'est l'affaire des masques de plomb. En fait, c'est des lunettes, mais juste découpées sans les branches. Genre un peu comme si tu te faisais des lunettes en carton, tu vois. Ok. Voilà. C'est rigolo. Ça donne un petit look funky. Mais c'est vachement intriguant, parce que de quoi ils se protégeaient en fait en mettant ces lunettes? Ah bah oui, c'est la question. C'est pour ça que j'ai écrit toute une chronique dessus. Est-ce que c'est pas fabuleux? Très intéressant, oui. Donc il découvre ces chutes de feuilles de plomb, et il trouve aussi sur place des livres ésotériques avec certains passages surlignés à l'intérieur sur l'importance de la forte lumière. Donc, les suppositions qui sont faites à ce moment-là, c'est qu'on peut se dire que les gars avaient fabriqué ces lunettes pour se protéger les yeux d'une supposée lumière émise par une supposée soucoupe volante qui arriverait. Ok. Voilà. C'est ça, je pense que c'est la réponse à ta question, un petit peu pourquoi. Parce que pour protéger les yeux des radiations des soucoupes volantes. Et pas le reste du corps. Et pas le reste du corps. Ils étaient très sûrs de, je sais pas. Et pourquoi des radiations, des lumières des soucoupes volantes? Il y a un autre témoignage intéressant qui appuie cette histoire de lumière. C'est le témoignage d'une nana qui s'appelle Gracinda Barbosa Coutinho do Sousa, et qui affirme que le jour de la mort de ces deux hommes, alors qu'elle roulait près de la colline de Vintem avec ses 3 enfants, ce que j'adore dans les témoignages qui sont rapportés, c'est que tu as toujours plein de détails qui ont aucun intérêt. Et je me dis, dans les témoignages, plus t'as des détails qui ont zéro intérêt, genre je roulais dans ma Ford bleue avec mes 3 enfants le long de la colline, je me dis, ça noie un peu le poisson. Bref, donc d'après son témoignage, elle roulait près de la colline de Vintem avec ses 3 enfants, et elle a observé un objet volant ovale entouré d'un halo de lumière intense qui projetait des rayons bleutés un peu partout. Et lorsque son témoignage est paru dans la presse juste avant la découverte des corps, donc là c'est pareil, niveau timing, je trouve ça bizarre, donc elle a témoigné d'avoir vu ça, et les corps ils sont restés 3 jours dans la colline. Donc je sais pas à l'époque si la presse elle allait si vite, tu vois. Bonne question. Ouais. Genre la meuf elle est avec ses gosses, elle va faire ses courses et oh putain j'ai vu un truc, et du coup elle va dire au journaliste qu'elle a vu un truc, je trouve ça bizarre. Bref, et du coup, quand son témoignage est paru dans la presse,
il y a de nombreux paysans de la région qui ont eux aussi témoigné avoir vu la même chose. Donc il y avait bien un objet dans le ciel à ce moment-là. Voilà. Charles Bowen, qui est un auteur spécialisé dans les articles sur les ovnis, a écrit 1 an plus tard, donc en 1967, une chronique sur cette étrange affaire des masques de plomb dans le magazine spécialisé The Flying Saucer Review. Il y livre ses recherches et théories et on apprend que cet événement n'est pas le premier. En effet, d'après lui, 4 ans plus tôt, un autre technicien en électronique a été retrouvé décédé dans une autre colline pas très loin et il portait le même type de lunettes. Mais Bowen n'a pas mentionné la cause du décès et surtout, il cite aucune source. Donc, je sais pas si c'est vrai. Ça sent, enfin, ça fait très... En fait, ils se sont intéressés à un truc, ils sont tombés sur une affaire gouvernementale qu'ils n'auraient pas dû découvrir et on les a fait disparaître comme ça. Je sais pas, c'est très étrange. Ouais, c'est... Ça fait très épisode d'X-Files, quoi. Oui. Ouais, et c'est une histoire réelle, hein, en plus. Enfin, Oui. je veux dire, les mecs sont vraiment morts avec des lunettes de plomb. Mais surtout qu'on sait pas de quoi ils sont morts, c'est ça aussi. Non, on sait pas. Oui, on sait pas. Ils ont pas ingéré de médicaments. On va y venir, mais la réponse c'est on sait pas. Ces témoignages d'OVNI, donc parus dans le journal, etc., ont alimenté à leur tour beaucoup d'hypothèses sur le décès de ces deux hommes. On a suggéré que Manuel et Miguel faisaient partie d'une secte suicidaire et qu'ils se soient rendus sur la colline pour quitter leur enveloppe terrestre et retourner au vaisseau mère. C'est facile ça. Voilà, C'est facile, la théorie de la secte dont tu parlais tout à l'heure. Oui, mais secte suicidaire, ça explique beaucoup facilement les Ça existe cependant. Ça existe. Il y a déjà eu le cas de figure. Je suis d'accord. Une autre thèse, c'est ma préférée. Une autre thèse, c'est que les deux hommes étaient en fait des voyageurs dans le temps, d'où leur costume de businessman, Ouais. costard cravate, toujours présentable, et que les lunettes et l'imperméable, c'était un moyen de les protéger lors de leur voyage qu'ils réalisaient grâce à un trou de verre qu'ils auraient découvert. Génial. C'est quoi un trou de verre? C'est un trou dans l'espace-temps pour voyager dans le temps. Et il présente bien par contre. Toujours bien, les Men in Black, les Men in Black. Mais ouais, c'est ça. Cependant, on se pose la question, pourquoi ils auraient besoin de capsules, donc de gélules, pour voyager? Parce que sur ce carnet qui a été retrouvé, je vous relis la note, il y a écrit 16h30, être à l'endroit déterminé, 18h30, avaler les capsules, et après l'effet, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal. Donc pourquoi ils auraient besoin d'ingérer des substances pour voyager dans le temps? Ces fameuses capsules n'ont jamais été retrouvées. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, les corps n'ont jamais pu avoir d'examen toxicologique. Ah, oui, Ouais. d'accord, c'est pas. Et c'est dommage parce que ce serait la réponse à tout, je pense. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont penchées sur ce cas et qui sont d'accord dans ce sens. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'examen toxicologique de fait? Il paraîtrait que le médecin légiste était débordé de travail à ce moment-là et qu'il était trop tard pour découvrir des toxines au moment de l'autopsie. Donc, même s'il y a eu vraiment de la drogue, même s'ils ont vraiment pris de la drogue ou une substance, on ne sait pas ce que ça contenait. Il n'y a pas certaines drogues qui restent dans ton sang et dans tes cheveux pendant très longtemps après les avoir ingérées? Je sais pas, au Brésil dans les années 60, est-ce qu'ils faisaient ça? Bonne question, oui. Tu me diras, tous les flics font ça maintenant, mais... Alors, la suite de l'histoire, j'aimerais mettre un petit disclaimer, trigger warning, on va parler d'OD. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là, on se fait des bisous et on se voit la prochaine fois. Donc, ça nous amène à la dernière théorie, celle de l'overdose. En effet, les drogues psychédéliques seraient monnaie courante dans le milieu du spiritualisme scientifique. Pour permettre de rentrer en contact avec les extraterrestres. Donc ça encore, c'est des témoignages qui sortent un peu de nulle part parce que comme je disais tout à l'heure, moi le spiritualisme scientifique, j'ai pas trop trouvé, j'ai pas trop compris non plus. Donc on peut supposer que les deux hommes auraient ingéré des drogues, puis mis leurs lunettes de plomb pour se protéger des rayonnements du fameux vaisseau spatial qui allait arriver, et qui en fait seraient décédés d'une overdose. C'est une théorie qui a été soutenue par un professeur de yoga brésilien qui a déclaré dans un journal local. Ouais. Ils ont parlé de ça dans un journal local et le mec, je sais pas pareil d'où il sort. Et je cite en français,
Les hommes ont peut-être essayé de mener une expérience télépathique avec des ondes de pensée à haute fréquence, avec du LSD ou de la mescaline. Il est bien renseigné pour un prof de Oui. l'IA. Je pense qu'il a testé, il a dit ça marche pas. Là. Voilà, malheureusement, une fois de plus, il n'y a pas eu de recherche toxicologique. Rien ne peut être prouvé et c'est pourquoi cette étrange affaire de masque de plomb reste aujourd'hui un dossier incontournable pour les adeptes d'OVNI et un véritable mystère pour le commun des mortels. Et ben dis donc, j'en ai jamais entendu parler de cette histoire. Ouais. C'est fou. Et ouais, c'est dommage parce qu'effectivement l'examen toxicologique aurait expliqué beaucoup de Ouais, choses. bah oui. Mais même au-delà c'est du sympa. fait que les mecs seraient peut-être décédés d'une OD, en fait, t'as quand même tout l'aspect de recherche pseudo-scientifique sur les ovnis, des machines qu'ils ont construites, tu vois, enfin... Leur laboratoire et Le tout ça, labo ouais. et tout, ouais, voilà, tu vois, rien que cette partie-là, même s'il n'y a pas d'ovnis, on sait pas, en fait. Et je pense qu'on peut pas juste se dire les mecs sont décédés comme ça d'en avoir trop pris sur une colline. Je pense qu'il y a vraiment tout un background de l'histoire. Ouais, je suis d'accord. Bah, le coup là de la machine qui pète et t'as un ovni qui a perdu. Ouais. The farting machine. Ah, je connais. Ouais. la machine qui explose et t'as l'ovni qui tombe dans la mer à 700 km de là. Le fait qu'ils auraient discuté avec des ovnis, qu'ils aient un laboratoire, enfin... Ouais. Et le spiritualisme scientifique, ça a l'air d'être... J'ai pas trop creusé parce que j'ai voulu faire simple, je voulais pas... parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur les théories et tout. Mais le peu que j'ai regardé, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Mais d'où ils tenaient toutes leurs sources, tu vois, parce qu'il n'y avait pas internet et tout ça, donc... Bah les livres, Sandra. Je sais pas quoi te faire de toi des fois. Non, Comment faisaient les gens avant internet? pour monter les machines et tout ça, enfin, fallait quand même avoir ça. Ils sont réparateurs en électronique, donc ils ont des compétences, ils avaient des Ouais. bouquins. En plus, apparemment, vrai ou faux, ils fréquentaient les centres spiritualistes. Donc il y a des choses qui se transmettent. Je veux dire, Léonard de Vinci n'avait pas internet non plus, et Oui. pourtant... Oui. Bon. Oui, je vois, mais effectivement. Il était peut-être aidé par des ovnis. C'est possible. Prochaine Peut-être à chronique. creuser. Léonard de Vinci et les ovnis. Non, mais c'est ouf, parce que je trouve que chaque détail dans l'histoire, ça... pour créer leur légende, tu vois. T'as l'impression que Ouais. c'est Tout à tout... fait. c'est presque construit de toutes pièces pour que chaque détail mette le doute. Marche entre eux, ouais, tout à fait. Donc c'est la fin de cet épisode des Mystères Mystérieux. Si vous avez aimé passer ce moment avec nous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vu que maintenant on est ultra moderne et qu'on a Instagram. Ou à vous abonner sur les plateformes de streaming. Juliette est danse. Vous pouvez également nous écrire pour nous donner votre avis. Alors, soit sur les réseaux, soit par mail, lesmystèresmystérieux@gmail.com. Vous pouvez aussi nous proposer des idées de mystères et de chroniques. Si vous avez envie qu'on aborde un thème particulier, on est ouverte à ça. Je veux dire, il y a beaucoup de mystères dans l'univers et on connaît pas tout. Et voilà, si vous voulez qu'on discute de tout ça ensemble, écrivez-nous. Sur ce, on vous laisse. On se dit au revoir et on se voit à la rentrée. Bye! Des Bye.